le temps de l'écologie est venu. Et je pense qu'Éric est le meilleur candidat pour le porter. Et comment elle se présente, cette nouvelle primaire écologiste? Vous connaissez bien. Voilà, cette campagne va être très courte, puisque les primaires, c'est donc à la fin septembre. Et donc c'est court et intense. Et, il va y avoir un vote. Mais pour moi, Éric Piolle a des qualités, il est ancré dans les territoires, il a un sens pratique, il sait ce que c'est que l'écologie mise en œuvre. C'est quelqu'un qui travaille collectivement. Et donc je lui souhaite bonne chance dans cette campagne. Alors, on sait que les primaires écologistes peuvent des fois être un petit peu compliquées. Est-ce que vous pensez que cette fois, des règles de bonne conduite, de faire tout ont été fixées à l'avance pour respecter la volonté de exister à la fin? Je pense que les primaires dans tous les partis politiques, ce n'est jamais vraiment très simple. Et chez nous, c'est pas différent. Mais je pense aussi qu'il y a une grande loyauté dans le parti et que tout le monde soutiendra le candidat désigné. Et vous qui avez été candidate, primaire d'abord, quel conseil vous pourriez donner? Savoir que c'est très dur, savoir qu'il faut se préparer. Il faut se préparer aussi physiquement parce que c'est vraiment une course de fou. Il faut tenir le choc. D'abord pour les primaires, mais ensuite pendant la campagne. J'espère que c'est lui qui va gagner. C'est donc, et aussi de bien s'entourer, savoir l'importance de la communication, bien sûr, et l'importance des gens qui vous entourent. Ah non, ils ont ça. Non, ça je peux le faire. Je vous parlerai peut-être plutôt après parce que là je vais discuter un peu. Allez-y, on espère. Allez-y, allez-y. Très bien. Bon, bravo. Carrément, l'ancien secrétaire national du parti qui vient nous voir. Oh, ça vaut, hein, quand même. Ah, merci, ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir d'être là. Ça nous a plus des familles qu'on a fait ici l'année dernière. Et là, ça se fait un peu dans un climat plus sympathique, puisqu'on fait attention, mais on peut retirer les masques. Donc, c'est la vie qui reprend, c'est l'écologie qui est une fête, donc c'est bien. Exactement. Et vous serez comment à Colombe? Non, je ne serai pas à Colombe. Non, je suis ici pour soutenir Éric Piolle, donc je ne fais pas la tournée de partout. Et puis secrétaire national, du coup, c'est plus obligé. Voilà, je suis plus libre. Mais j'étais déjà assez libre à l'époque. Et c'est pas mal. Oui, j'ai des soutiens comme Esther, Ben Bassa, comme David Camp, comme Eva Joly, comme des têtes de liste au régional qui viennent. C'est motivant. On a fait Un discours maintenant, hein. Voilà. Il y a de la pression. C'est le discours à mon équipe, hein, donc faut pas s'emballer non plus. Je suis pas en train de faire un discours au Torbi, hein, donc on est là quand je même pour m'adresse écouter. Hein. à mon équipe, mais bien sûr c'est un temps ouvert. Je suis ravi que vous soyez là. Comment ça pleuvoir? Oui, c'est bon. Ça rappelle. Bah oui, c'est top. Ouais, c'est top. Et tu te lances quand dans ton tour en camping-car? Eh ben, camping-car, c'est une petite déformation des médias parce qu'en fait, j'ai toujours le Fiat Scudo que je loue à l'autopartage, à la coopérative d'autopartage, comme chaque été. Donc en fait, c'est juste que c'est une bétaillère 9 places parce que on est nombreux, qu'on a du matos de camping, du matos d'escalade, du matos de machin. Donc, mais voilà, ça n'est pas un camping-car, c'est notre camion habituel. Tous les étés, je loue. Ouais, tu vas profiter. Exactement. Le truc, c'est que voilà, parfois on va faire que de la montagne, ou que de l'escalade, ou que les copains, et là on va tourner. C'est la règle du jeu. Voilà, ça motive particulièrement les ados. Ouais, ça, ils sont très très heureux, j'imagine. Les vacances mixées avec la politique, c'est génial, ils sont ravis. C'est pas idéal pour C'est comme ça, on ne choisit pas sa famille. Non. Vous voudriez donner à Eric Piolle?
Quel conseil vous voudriez donner à Eric Piré pour les mois qui viennent? Moi, je suis sûre qu'il saurait très bien trouver son chemin. Simplement, il faut savoir que c'est dur. Il faut savoir que chaque moment compte, chaque parole compte. Mais bon, je sais qu'il est très prêt, il a très envie d'y aller, très confiant. Ça va être court mais intense, je comprends bien. Il faudra court, il n'y a pas de pression à se mettre sur la vitesse pour prendre son temps. On avance étape par étape, ça fait maintenant longtemps déjà qu'on se prépare à cette phase. On était pleinement engagé dans les départementales et régionales avant, on ouvre une nouvelle phase, voilà, elle va durer jusqu'en septembre, et puis après il y en aura une autre, puis une autre, et puis après surtout l'exercice du mandat. Donc on est préparé et conditionné pour ça. Salut. Ça va? Bah ouais, super. Ouais, très bien. Oui, c'est cool. C'est bien. Ce temps qui était entre deux départ. Bah merci. J'ai essayé d'y mettre. Ah bon, bosse quand même. D'abord, tout le monde se détend, tout va bien, on est content d'être ensemble. Et ensuite, il y a une espèce de petit décalage là entre cette ambiance qui est une ambiance d'excitation parce qu'on a envie de faire campagne, parce que nous sommes engagés, que certains préparent cette campagne depuis très longtemps, comme moi et d'autres. Voilà. Et que là, enfin ça démarre, donc c'est chouette, c'est un moment qui est motivant. Et l'objet aussi de ce que je veux vous dire ce soir, parce que ce que je veux vous dire ce soir, c'est une adresse à cette équipe qui s'est réunie aujourd'hui, qui continue de se réunir demain. C'est un temps de séminaire, c'est 2 jours, c'est un temps de lancement, et donc mon message il s'adresse à vous. Il s'adresse à vous, je suis ravi de voir, nous avons ouvert ce temps, c'est important pour nous de montrer aussi comment nous fonctionnons, comment nous travaillons, parce que c'est ça aussi qui montre l'esprit d'une campagne. Donc c'est ouvert et je suis ravi de voir là la presse nombreuse, les médias nombreux. Je suis ravi aussi de voir qu'il y a des gens qui viennent pour juste sentir un peu, voir comment ça se passe, ça ressemble à quoi, quelle est l'ambiance, est-ce que ça sent la gagne ou est-ce que ça sent la loose. Bon, voilà. Bah oui, mais ça fait partie aussi, hein. Petit à petit on vient un peu renifler et c'est très bien tout ça. Mais mon message, il s'adresse à cette équipe qu'on a constituée petit à petit, qui va s'élargir grandement, qui réfléchit aussi à comment accueillir tous ceux qui viennent et qui viennent là porter leur contribution, les têtes de liste des régionales qui sont là, nombreuses, Fabienne, Charles, d'autres qui venaient, qui sont d'ailleurs peut-être arrivés et que je n'ai pas encore vu, qui m'excusent, les soutiens forts, les parlementaires européens comme David, les parlementaires nationaux comme Raymond que j'ai là sous les yeux, et puis j'en rate encore un certain nombre, Esther, c'est à côté de moi. Esther, elle est trop près, c'est ça. Et les membres aussi de la direction du parti qui sont engagés, qui font des choix, c'est pas facile parce que quand on est à la direction d'un mouvement, eh ben, il y a toujours cette envie de rester neutre pour piloter le processus et s'assurer de la cohésion du mouvement. Hein, s'il y a une chose dont nous pouvons être sûrs dans cette primaire, dont je suis moi convaincu, c'est que nous sortirons unis, le pôle écologiste sortira uni de cette primaire. Nous avons la vision de société la plus cohérente et on ne retrouve pas ça dans les autres formations politiques. On ne retrouve pas de ça chez LREM. Quelqu'un me posait la question, mais enfin, si vous voulez organiser un bon débat sur CNews, bah, vous prenez, je sais pas moi, Gérald Darmanin et Barbara Pompili. Normalement, ça doit marcher, il doit se passer quelque chose. Vous pouvez faire pareil chez les LR. Hein, le spectre idéologique est extrêmement large. Et en fait, dans la famille écologiste, au sens large,
il y a une proximité sur le diagnostic, sur aussi les solutions. Après, on peut avoir des façons de faire différentes, une méthode, un regard, une incarnation différente, mais il y a cette unité. Donc moi, je remercie les membres de la direction du parti qui sont là et ceux qui seront là après, parce que de fait, nous pouvons nous engager dans cette primaire en étant sereins. Alors cette journée, ce séminaire, d'abord il a été organisé, donc je remercie l'équipe d'organisation. Il y a tous les rôles, chacun est à sa place, hein, ceux qui essaient de penser le fond, ceux qui ont, bien qu'ils aient plein d'idées sur le fond et c'est ça qui les motive, se sont dit nous on va faire l'organisation logistique. Il faut tout ça, une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui, on en parlait tout à l'heure avec Haroun, où chacun prend un rôle et suit ce rôle, l'assume pleinement en se disant que ce rôle-là il est essentiel, qu'il contribue au collectif. Ça ne dit rien des qualités des uns et des autres. Nous sommes tous pleins de qualités. Nous avons juste à assumer la position dans laquelle nous sommes. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi, assumer la position dans laquelle je suis, à savoir être en première ligne pour conduire cette équipe, conduire comme je l'ai fait pour les municipales. On avait un slogan, c'était un maire, une équipe. Et là, c'est un candidat, une équipe. Nous avançons en équipe. Et puis après, ça sera aussi un président, une équipe, parce que je ne crois pas aux femmes et aux hommes providentiels. On ouvre une nouvelle phase. Cette phase, évidemment, vous l'avez compris, elle germe dans ma tête depuis déjà un temps certain. Et comme c'est un temps certain, elle s'est traduite dans une certaine idée de demain. Et le mouvement que nous avons lancé cet hiver pour commencer à préparer, commencer à travailler sur le fond, commencer à penser la réforme de l'État aussi. On n'en parlera peut-être pas ou peu dans cette campagne. Et pourtant, il est extrêmement important de se dire comment on réorganise l'État pour qu'il puisse être le moyen de mettre en œuvre une politique et nous travaillons vraiment à cela. De même qu'il faut penser l'exercice du mandat. Gardons en tête que dans une campagne politique, à la différence peut-être d'une compétition, parce qu'il y a plein d'allégories sportives, et puis moi j'en fais toujours, parce que bon, j'aime le sport, donc j'ai toujours plein d'idées pour comparer ça à un terrain de rugby, et me dire que moi je suis le 3 carrel à qui finalement des générations d'écologistes passent la balle pour juste aller aplatir, alors que ça fait 40 ans qu'ils font la mêlée pour avancer et rentrer dans les 22. Donc merci à eux. J'ai plein d'idées aussi sur comment on fait passer d'une culture de contre-pouvoir à une culture de pouvoir, et souvent je prends cette image du terrain de foot où chez les écologistes, comme on était des contre-pouvoirs et comme on voulait surtout d'abord, avant tout, s'assurer qu'on était tous égaux, tous pareils, on faisait tourner. Donc bon, Lionel Messi est bon, évidemment il marque des buts, mais comme on est tous égaux, on va tourner puis il va passer au goal, parce qu'il n'y a pas de raison, parce que moi aussi je peux faire avant-centre, et puis après on prendra aussi Sergio Ramos pour faire ailier droit, et puis etc. Bon, je fais ça avec des Espagnols, mais parce que c'est un peu plus porteur en ce moment, mais peut-être évidemment je le referai avec plaisir avec l'équipe de France prochainement, j'en suis sûr. Je vais faire une troisième métaphore sportive, après j'arrête, promis. Mais là, c'est en ce moment, en plus il y a un match, là je regardais d'un petit œil tout à l'heure, mais c'est le match de Federer qui est en train de jouer son 4e set à Wimbledon. Il y a 2-7 à 1, mais bon après je ne vais pas sortir mon téléphone pour regarder là, donc je vais attendre un petit peu, mais ça m'assure que vous n'allez pas assister à un discours castriste en termes de durée. Il y a une phrase qui me reste gravée, qui conduit aussi mon action depuis toujours, c'est le talent, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et ça, gardons-le en tête, c'est le travail, la détermination qui nous permettra d'avancer, c'est ce que vient de nous dire Haroun Chondari, conseiller de Barack Obama en 2008, qui vient partager aussi ses méthodes. C'est le travail, la stratégie, la réflexion, l'engagement, l'action qui nous feront gagner. C'est pas de partir avec les armes qu'on aimerait avoir. Non, nous sommes équipés, nous avons des talents, des capacités. Nous faisons avec cette matière-là, et cette matière-là, nous pouvons nous faire confiance, parce que cette matière-là, ces qualités, ces talents, cet engagement, cette capacité à fédérer, peut et doit nous conduire à la victoire en 2022. Ça, c'est fondamental. Nous avons... Oui, on peut s'applaudir, bien sûr, on peut s'applaudir.
et de nouvelles responsabilités nous incombent. Et je crois que c'est pour moi la leçon des régionales. Il y en a plein, on pourrait revenir dessus, les sortants machin, l'abstention truc-muche, voilà, les écologistes qui sont la seule force qui pousse, etc., etc. Mais pour moi, la leçon que je retiens de ces élections régionales, c'est notre nouvelle responsabilité pour faire voter, pour embarquer tout le monde. Lutter contre l'abstention, c'est dévolu aux partis qui sont en capacité d'exercer le pouvoir. Et donc, c'est les partis traditionnels qui avaient cette fonction-là, qui était, bon, dans laquelle ils ont échoué, mais qui avaient cette fonction de mobiliser. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'abstention, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait son travail, effectivement, mais ça n'est pas une raison. On ne peut pas dire que c'est parce que les autres partis de force traditionnelle, ben, finalement, épuisent la démocratie. C'est vrai, mais on ne peut pas le dire. Nous devons maintenant prendre notre responsabilité, nos responsabilités, et ça veut dire qu'on doit embarquer pour mobiliser, et on n'embarque pas. C'est une phrase de Mohamed Meshmaj qui va arriver là. Ils étaient en assemblée générale, et leur assemblée générale prend un peu de retard, mais ils vont arriver dans un moment ou un autre. On était ensemble mercredi soir à Clichy-sous-Bois. Ce qui est fait, il reprend une phrase de Mandela, vous l'aurez reconnu, ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Et donc nous devons représenter le message que nous voulons porter, nous devons représenter cette diversité en étant sûrs de notre force, faisons-nous confiance, on nous projette plein de stéréotypes. Encore tout à l'heure, j'ai eu une interview où on disait bon bah alors donc vous êtes pour l'écologie de centre-ville, vous êtes pour je sais pas quoi, l'islamo-gauchiste, vous êtes pas clair sur la République, vous êtes pas clair toute la collecte. Donc après je continue, moi on m'appelle voilà, dans tous les attributs qu'on a fixés aux écologistes, les ayatollahs, les Khmers verts, les amish, machin. Bon, moi c'est Piolle Pot, c'est sympathique. Ça marche bien avec les Khmers verts, Piolle Pot et les Khmers verts. En fait, voilà, il faut laisser ça de côté. Ça appartient à ceux qui portent ces messages. Il y a dans les nombreux commentaires qu'il faut accepter d'avoir sur soi quand on s'engage en politique, il y en a un que j'ai trouvé plutôt rigolo, qui m'a fait rire et que je me dis bah oui, en fait, moi je suis comme ça. C'est un de mes concurrents de 2014 qui dit que j'étais une poêle téfale. C'est pénible parce que on tape, on grippe et puis il n'y a rien qui accroche. Et ben voilà. Soyons tous, alors pas téfal parce que c'est cancérigène, qui herbe dedans, tout ça, mais en pratique, n'intégrons pas nous-mêmes les critiques que l'on fait sur nous. N'intégrons pas nous-mêmes les critiques que l'on fait sur nous. Ça appartient à ceux qui les portent. La seule chose que ça démontre, c'est qu'ils paniquent. Avant, gardez en tête ce petit dessin de Cabu, avant il disait l'écologie c'est pas important, machin, allez poussez-vous là, les beatniks, vous êtes ados, vous êtes turbulents, ok on vous écoute un peu, mais c'est pénible. Et puis la deuxième image, c'était les mêmes qui passaient en disant non mais l'écologie, avec un dossier plein d'écologie, l'écologie c'est trop sérieux pour vous, là poussez-vous, là c'est nous qui faisons l'écologie. Ce dessin de Cabu, il est symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui. Ce que des générations d'écologistes ont porté comme lanceur d'alerte, ont porté comme message, ont porté comme vision de la société, ça correspond au moment présent. Et donc, nous devons assumer cela, nous pouvons nous faire confiance. Effectivement, ce que nous avons à faire, c'est continuer à passer de cette culture de contre-pouvoir à la culture de pouvoir. Ce qui a été fait à Grenoble en 2014, effectivement, nous étions pionniers pour cela, mais qui a été fait dans plein d'autres endroits en 2020 à l'occasion des élections municipales. Donc nous sommes, et je me sens totalement dépositaire de cet héritage des générations précédentes, et on peut remonter loin, la Commune de Paris, qui m'inspire et m'éclaire. Ça n'a pas duré fort longtemps, mais c'est une intuition, et cette intuition-là, on y retrouve énormément de choses, autour des communs, autour de la place des femmes. Il y a énormément là d'inspiration. Le Front populaire, avec une gauche alliée à la société civile qui a changé la vie. Nous avons dans ces héritages-là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, aussi des
combats qui ont été menés par nos prédécesseurs et du sang qui a été versé par nos prédécesseurs. Et je crois que dans ces combats, il faut aussi reconnaître cela, j'y reviendrai dans une minute. Nous avons René Dumont aussi, qui pour nous, en plus à Grenoble, avec son geste autour du verre d'eau et la symbolique de l'eau et des biens communs à Grenoble, hein, qui remonte au 19e, et puis après qui a été lié aux histoires de corruption, et puis qui a été lié à la remunicipalisation. Cette eau-là, cette eau et ce verre d'eau de René Dumont, en 74, 2 ans après le rapport du Club de Rome, qui va bientôt sortir son 2e rapport, hein, les 50 ans après le rapport Meadows, sur l'impossibilité d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. Il y a là un héritage que nous portons fort et qui percole un peu partout dans la société, qu'on a retrouvé, que j'ai retrouvé moi avec joie dans l'encyclique du pape Laudato Si. Je le redis, je suis pas croyant, je suis un compagnon de route de l'Église, mais il y a des textes inspirants et ce texte-là est un texte de référence qui fait bouger aussi énormément de monde. On est héritier aussi de la science et c'est ça qui continue de nous guider. Ces scientifiques des années 70, 80, 90, nous à Grenoble, on a un des premiers glaciologues qui a montré, Claude Lorius, qui a montré qu'on pouvait retracer l'histoire du carbone dans des carottes de glace. Et il l'a trouvé en mettant un glaçon dans un verre de whisky. Il nous l'a raconté, on avait mangé ensemble il y a quelques années. Ça prouve que, voilà, tout à l'heure, Arun Chondari disait qu'on ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un avant de l'avoir vu ou en colère ou sous. Eh ben, voilà, on peut, voilà, d'abord, vous pouvez me faire confiance une fois que vous m'aurez vu sous et en colère. Je pense que vous pourrez me faire confiance, mais aussi cette capacité à croiser les regards, eh ben, ça crée de la production scientifique, ça crée du savoir. Ces scientifiques, ils sont là, ils sont toujours là à nos côtés. Ils viennent de remettre là le rapport du Haut Conseil pour le climat, qui est très dur, avec l'état actuel de ce qui est fait en France. On dit on va 2 fois trop lentement et en plus on va moins vite que les autres pays européens. Ils sont en train de travailler sur le 6e rapport du GIEC. Le premier c'était en 1990 de mémoire. Là il va y avoir un premier rapport, un pré-rapport qui va sortir le 9 août et puis le rapport en 2022. Et ils travaillent d'arrache-pied et on peut les remercier de cela parce que l'humanité a encore du mal à prendre conscience de ce qu'ils nous racontent depuis des années, sauf quand, comme là au Canada, tout d'un coup, la terre s'embrase ou la terre est inondée, comme on l'a vu là ces derniers jours aussi au Japon. Ces pionniers de l'écologie, certains sont encore parmi nous, là. Je pense à Noël Mamère et son premier mariage, dans ce mariage homosexuel qu'il avait célébré, qu'il avait d'ailleurs coûté un moment son mandat. Je crois qu'il avait été suspendu par le préfet. Eva Joly, qui dans cette radicalité dans la lutte contre la corruption, ce qui me frappe toujours quand je discute avec Eva, comme quand je discute avec Noël, c'est la simplicité du squelette intellectuel, des quelques idées qui t'ont permis d'avancer aussi loin et de faire avancer autant de choses. C'est une source d'inspiration aussi pour moi. Karima Deli avec les trains de nuit qu'on commence à reprendre, que j'ai eu la chance de reprendre il n'y a pas si longtemps. Cécile Duflot aussi avec ses lois sur le logement qui continuent aujourd'hui d'avoir une trace forte pour lutter contre la spéculation immobilière. José Bové, je vous raconte tout ça, c'est à l'époque où je n'étais pas encore engagé en politique, hein, donc c'est des figures qui m'ont marqué, c'est sûr. Et José Bové, avec évidemment son démontage de McDo et sa lutte contre les OGM, là aussi était une figure marquante dans mon imaginaire de citoyen. Et puis, il y a les témoins d'aujourd'hui, ceux qui agissent, hein, tous ces maires de petites communes, de communes moyennes, de communes de banlieue, de communes un peu plus éloignées, les grandes communes, celles qui ont fait beaucoup de bruit, qui agissent à leur échelle, et je les salue. Un certain nombre aussi sont là, un certain nombre me soutiennent, et je les remercie de ce soutien. On échange toujours, et on se nourrit les uns les autres. Nous sommes les enfants des Lumières. Nous sommes les enfants de ceux qui ont fondé la République. Nous sommes les enfants
de ceux qui gardent l'espoir au fond des yeux. Et je me sens pleinement dans cette histoire des écologistes. J'en suis fier, j'assume tout. Et quand on vient nous pointer tel ou tel, ben non, j'assume tout. Ne tapons pas sur nos plus proches, ne tapons pas sur tous ceux qui font partie de notre espace-là. Gardons cela en tête, choisissons nos mots, y compris nos petites remarques, uniquement pour nos adversaires politiques. Pour le reste, on peut en discuter dans des salles fermées. Je me sens l'héritier de ces combats du passé. Pour moi qui suis passionné d'histoire et qui regarde l'histoire des communautés humaines et des civilisations. Et j'endosse aussi, avec responsabilité, le rôle d'allié des luttes d'aujourd'hui. Il y a ces dernières années des luttes majeures, des luttes féministes, avec MeToo, des luttes pour le climat, avec les marches pour le climat, des luttes antiracistes, que ce soit ici ou aux États-Unis ou un peu partout dans le monde, des luttes sociales et démocratiques avec les Gilets jaunes. Il y a là ces luttes fortes. Elles sont, je crois aussi, une réponse à l'abstention. Les Français ne se détournent pas de la vie publique, ils en font autre chose. Et en tant que maire, moi qui compose avec l'ensemble du vécu de tout le monde, et c'est ça qui est extraordinaire dans un mandat de maire, composer avec toutes ces vies, y découvrir ce qui est là, qui appartient à chacun de nous, et puis y voir aussi toute cette diversité extraordinaire. Et il y a là ces combats extraordinaires, le combat pour le climat. Je me sens pleinement l'allié de ces marches pour le climat. C'est les marches des jeunes notamment qui m'ont fait pleurer la première fois qu'on les a vus à Grenoble. Ces jeunes qui parfois nous disent qu'ils ne veulent plus d'enfants parce que voilà, il n'y a plus d'avenir. Ça me frappe dans nos discours, dans les échanges que nous pourrons avoir. Cette génération Parcoursup qui se sent totalement broyée par un système là, qui ne les regarde pas comme des individus et dans lesquels les disparités sociales sont accentuées par les processus. Ces militants des marches climat ou ces militants qui sont engagés, comme ceux de la Convention citoyenne climat, hein, qui n'étaient pas des militants au départ, qui ont été tirés au sort, qui ont travaillé, qui se sont investis et qui ont été balayés d'un revers de main. Tout cela, cette impuissance du mouvement politique hein, et de la présidence en France et ailleurs, de prendre en compte, de les écouter. Cette impuissance-là, je l'entends et je serai leur allié. Il y a dans ce discours pour le climat, j'en parlais tout à l'heure, des voix fortes, hein, celle du Haut Conseil pour le climat, celle du GIEC, celle de la justice climatique aussi. Et cette justice climatique, elle est extrêmement importante. Il n'y a pas si longtemps, la justice, elle était en train de se mettre aux ordres des multinationales dans les traités de libre-échange, hein, comme le CETA. C'était, et c'est toujours, hein, le combat n'est pas fini, c'était des tribunaux pour arbitrer entre des multinationales qui, parce qu'il y avait des législations publiques, des réglementations publiques, trouvaient que leur profit futur était atteint. Et la justice, clairement, était ces dernières années aux ordres des multinationales. Les traités internationaux mettaient la justice au service de ces accumulateurs de profits. Or, il y a une deuxième justice qui est en train d'apparaître un peu partout dans le monde, c'est la justice climatique. Celle-là, elle pousse au contraire hein, à appeler à la justice fondamentale et vous l'avez vu, le Conseil d'État a laissé 9 mois à la France pour respecter les textes qu'elle a votés, c'est pas totalement déconnant, et ce recours qui a été fait, qui a été initié par Grande-Synthe, a été porté aussi par des ONG, a été porté par la ville de Grenoble. Nous sommes associés à la ville de Grande-Synthe dans ce texte, nous portons cette justice climatique, de même qu'avec des villages de l'Aude, avec Bayonne, avec Nanterre, avec quelques autres collectivités. Nous sommes engagés aussi dans une action juridique contre Total. La justice climatique pousse, hein, et ça c'est extrêmement important. Ça parle et ça met nos institutions au service des communautés humaines, ça sera fondamental. Ces luttes, il y en a qui ont une actualité triste,
et sanglante, celle du droit des femmes. Hier a eu lieu à Bordeaux le 58e féminicide de l'année. Et j'endosse, moi, le rôle d'allié des féministes. Alors, évidemment, voilà, je suis un homme, vous l'aurez remarqué, et je crois que mon rôle, moi qui ai des privilèges, hein, qui ne subit aucune discrimination, et en fait, ne subir aucune discrimination est un privilège aujourd'hui en France, dans ma vie de tous les jours. J'en suis conscient. Ça me donne une responsabilité, celle d'agir et de mettre en situation d'agir toutes ces luttes extrêmement fortes, extrêmement vigoureuses. Je suis fils de féministes, je suis frère de féministes, je suis père de féministes, et j'assume de grandir, d'être éduqué, d'être rééduqué aussi, d'être déconstruit et reconstruit par ces luttes féministes, celles qui sont proches de moi et celles que je regarde agir d'un peu plus loin avec admiration. Elles ne voient pas le monde de la même place que moi, et je peux être leur allié. Le rôle que j'assume moi, c'est d'être un tremplin pour ces luttes-là, c'est mettre fin au sacrifice des femmes violentées. Dès le mois de mai 2022, c'est d'investir ce milliard qui a été promis et qui n'est jamais arrivé, prévenir ces violences sexistes et sexuelles aussi par l'éducation, la formation de l'ensemble de la chaîne, de tous ceux qui les accompagnent, de tous ceux qui préviennent. C'est cela aussi, et c'est d'assumer que notre société ne pourra changer, ne pourra évoluer que si l'égalité femmes-hommes est faite, et que nous avons encore énormément de travail à faire dans cela. Je citais les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, je les ai rencontrés 3 jours après le début de leur mouvement, le 17 novembre 2018. 3 jours après, nous échangions là à Grenoble avec leurs représentants. J'ai senti cette ambiance vraiment de tension presque insurrectionnelle dans le pays. C'était à Paris le 8 décembre où nous étions là pour des réunions, et nous avons senti cette ambiance insurrectionnelle, cette ambiance de bascule, où nous avons décidé de lancer avec l'Association des maires ruraux de France les cahiers de doléances, où nous avons décidé de d'ouvrir au plus grand les portes, et nous les portes des salles municipales aussi, pour que les choses puissent se faire du mieux possible, où nous sommes mobilisés pour que la force publique à Grenoble traite les choses correctement. Nous avons agi en leur laissant cette place forte, parce qu'ils ont porté un message éminemment démocratique, éminemment humain, qu'on a retrouvé et qui a duré pour l'anniversaire des 1 an. Et j'étais avec eux sur un rond-point à manger une tête de veau sauce grébiche près de Grenoble, à Crolles. Et dans ces débats à bâton rompu, on fait vraiment de la politique. On fait vraiment de la politique, et eux, et moi qui étais là, et nos échanges produisent, et ils changent nos regards mutuels, et ils créent du commun. C'est extraordinaire. Nous avions à Grenoble lancé le référendum d'initiative citoyen, c'était la votation citoyenne. Nous avons été attaqués par le gouvernement, nous avons perdu devant la justice. Je proposerai, j'en ai fait déjà l'annonce, dans le référendum que je souhaite lancer dès l'élection, je proposerai, parmi les 5 propositions que nous faisons dedans, de mettre le référendum d'initiative citoyenne, qui permettra d'autres révolutions institutionnelles après. Et dans ce mouvement des Gilets jaunes est apparu quelque chose de façon beaucoup plus claire que tout ce que nous avions pu construire
jusqu'à présent comme image de changement nécessaire, c'est la lutte contre l'impunité, la lutte contre la rente. Je crois que c'est ça le message, moi, qui petit à petit s'est décanté dans mon esprit. Ce message de l'impunité de ceux qui détruisent le climat, qui détruisent nos liens sociaux, de ceux qui considèrent qu'ils sont rentiers et que c'est normal, et qu'ils accumulent et que c'est normal. Il y a là un système. Stiglitz avait écrit un bouquin sur le triomphe de la cupidité. Nous ne changerons pas le monde si nous ne luttons pas résolument contre la rente et contre l'impunité. Et c'est pour cela que nous proposons l'impôt de dernier ressort qui a été construit par Gabriel Zucman, l'ISF climatique qui a été construit par Greenpeace, l'impôt marginal sur les plus hauts revenus qui met juste un chapeau, un couvercle à ces élans de cupidité et de rente qui détruisent la planète et qui détruisent les vies humaines. Et puis, il y a le combat antiraciste, le combat résolu, permanent que je porte contre l'antisémitisme, et ces marches... Ah, c'est mieux, c'est plus long. Ah, ouais. Évidemment, c'est pas de la bière, mais... Il y a un temps pour tout. Dans ce discours qui est en train qui a été l'agenda de cette dernière année, l'agenda politique de cette dernière année, du gouvernement et bien d'autres, autour de la sécurité, ce qui me frappe, moi, c'est le laxisme qui émerge entre la violence réactionnaire du discours et l'incapacité ou l'absence de volonté à mettre en œuvre des politiques qui permettent à la police de faire son travail correctement, qui permettent de lutter contre l'insécurité vraiment, qui permettent de développer des stratégies de sécurité avec les élus locaux. Au lieu de cela, nous avons vu pendant plus de 10 ans le président, ministre, puis président Sarkozy supprimer des postes tout en faisant le tour de tous les faits divers pour dire que jamais plus ça ne se reproduirait, que c'était intolérable et que maintenant c'était tolérance zéro. Mais après 10 ans, 20 ans de tolérance zéro, de discours sur la tolérance zéro, qui est pour un petit peu de tolérance, qui est pour un petit peu de délit. Si c'est quand même pas mal, un petit peu. Il y a une incohérence totale dans ce discours qui vide de sens l'objet lui-même d'une politique publique, et la sécurité est une vraie politique publique importante. Rappelons-nous que nous avons 59% de taux de récidive en France, que nous avons 3 fois moins de magistrats qu'en Allemagne, et que en fait c'est l'ensemble de la chaîne. C'est pour ça que nous avons proposé à l'automne un Beauvau de la confiance, pour regarder l'ensemble de la chaîne et travailler sur le fond plutôt que de faire des coups de menton. Pour toutes ces luttes communes, nous voyons qu'elles sont là dans une bataille politique, une bataille pour le progrès, pour vivre mieux, pour vivre dignement, pour être reconnues. Elles travaillent pour un intérêt général élargi. Et cet intérêt général élargi, il est pour moi source d'universalisme. Nous sommes une seule et même communauté, tous ceux qui vivons en France, et tous ceux qui portent ces combats se reconnaissent aussi les uns les autres, se reconnaissent dans ces combats, et je le disais, ils ont leur mort, nous avons nos morts, de Vital Michalon à Rémi Fraisse, de Adama Traoré à Sandra qui est morte hier sous les coups de son mari, de Jacqueline, Natacha, et puis ailleurs nous avons nos morts aussi, Marielle Franco, Eric Gardner qu'on voyait tout à l'heure dans une vidéo, Anna Politkovskaya, ce sont nos morts, et je vous propose de prendre un petit temps de silence pour aussi penser à nos morts. Merci. L'écologie que nous portons, le programme il sera porté et validé lors des journées d'été, ça sera notre socle.
l'écologie que je porterai, que nous porterons ensemble. Ça n'est pas un catalogue de chantiers que je vais vous faire ici, mais c'est cette écologie qui part des inquiétudes fortes du vécu, des inquiétudes sociales, des inquiétudes alimentaires, des inquiétudes en matière d'éducation, des inquiétudes physiques, des inquiétudes existentielles, et qui a pour objectif de sécuriser le changement. Lutter pour l'émancipation, lutter pour les droits, sécuriser le changement, c'est cela que nous avons à faire, c'est cela l'écologie que je porterai, c'est ça qui me meut depuis le début de mon engagement politique. Et ce que je veux vous dire ici, à vous qui êtes venus travailler aujourd'hui et demain pour lancer cette campagne, c'est l'esprit dans lequel je veux que vous alliez faire campagne pendant ces 2 mois et demi qui vont durer jusqu'à la primaire, et puis après, l'esprit qu'il faudra garder pour la campagne. Peut-être si ça vous va, je vais enlever ma veste. Vous m'autorisez? C'est gentil. Nous sommes engagés dans un processus de désignation de la candidature écologiste. C'est choisir la personne la plus adaptée pour rassembler, pour faire campagne, pour gagner cette campagne et pour changer la vie après, parce que notre objectif, n'oublions pas qu'il commence le lendemain de l'élection présidentielle. Nous sommes là pour choisir la meilleure personne qui permettra d'animer les équipes, qui permettra de rassurer, y compris le monde économique, qui permettra de donner confiance à ceux qui doutent, qui permettra d'embarquer et de mettre là, autour de la table, dans la voix qui porte notre message, de mettre la diversité que nous voulons porter, d'embarquer tout cela, de faire une campagne qui nous ressemble. Et faire une campagne qui nous ressemble, ça commence par constituer l'équipe avec la diversité qui nous ressemble. C'est pour ça que nous sommes là, le pouvoir de faire, pas le pouvoir sur des destins, pas le pouvoir d'être. Nous sommes là pour le pouvoir de faire. Et c'est pour ça aussi que je vous demande d'aller parler, d'aller mobiliser la société civile, ces mouvements sociaux, ces syndicalistes d'entreprise, tous ceux qui luttent, parce que nous avons besoin d'eux dans cette phase-là, où nous sommes en train de construire la dynamique, mais nous aurons besoin aussi de cette alliance entre le pouvoir politique, les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, quand nous serons au pouvoir. Pourquoi? Et pourquoi tout à l'heure nous faisions aussi une minute de silence pour nos morts? Parce que le combat que nous engageons est un combat qui va être dur. Dans les célébrations des 40 ans de la victoire de Mitterrand, vous avez sans doute vu ces documentaires, cette pression du système financier qui s'est abattu sur la France et qui a fait reculer en 2 ans ce souffle qui avait été porté par François Mitterrand. En 40 ans, ces forces-là, elles ont pris de la puissance. Elles ont pris énormément de puissance. Et donc, ça sera beaucoup plus dur pour nous. Voilà. Et donc, il faut que nous soyons conscients que ce sera plus dur, que ce sera dur, très dur. On s'entraîne pour cela, on se conditionne pour cela. On est dans un état d'esprit qui est un état d'esprit joyeux, enthousiasmant, mais on est prêt à faire des choses très difficiles. Et ça, je crois que pour l'ensemble d'entre vous qui allez faire campagne, il faut que vous portiez ça. Vous êtes aussi ma voix dans cette campagne. Nous sommes... Bonjour Christian. Parfois je suis détourné par un sourire amical. Christian Métairie, maire d'Arcueil. Vous êtes là, cette voix qui va porter là, et donc je vous demande de porter cette joie et cet enthousiasme que nous partageons ensemble depuis déjà des mois, mais je vous demande aussi de porter cette résolution déterminée que vous avez au fond de vous, de se dire que nous allons faire des choses difficiles et qu'en fait c'est génial. C'est génial, parce que ça donne du sens à la vie, parce que ça fait progresser, parce que ça ouvre, parce que ça change la vie, et ce que je veux vous dire aussi, c'est que nous continuerons à agir en équipe.
Un candidat, une équipe, je disais tout à l'heure, un candidat, une équipe. Voilà. Moi, je me suis porté aussi par votre force, porté par votre énergie, porté par tous ceux que je rencontre. C'est ça qui me donne la force pour être à la hauteur des événements qui nous font face. C'est mon éthique, c'est ce à quoi je me suis préparé, c'est ce pourquoi je me suis conditionné. Et c'est ça qui portera notre campagne. Inspiration, joie. Alors je ne peux pas citer, comme le faisait tout à l'heure Manu, des poèmes, je le regrette. Je retiens des informations qui parfois, dont je me demande l'utilité totale, mais je ne retiens pas les poèmes. Mais par contre, il crée chez moi cette émotion et il me rappelle en permanence que ce qui nous meut, c'est la beauté, l'émerveillement. C'est ça que vous devez porter en vous. C'est ça que vous devez porter en vous. Il y a deux choses, je terminerai par cela. Deux choses que vous devez garder à l'esprit pour être fidèle à ce que nous avons construit jusqu'à présent, pour être fidèle à ce que nous voulons construire. D'abord, première chose, nous avons le temps d'agir. Nous avons le temps d'agir. On n'a pas le temps de se précipiter, mais on a le temps d'agir. Donc, la période, là, vous allez rencontrer plein de gens qui sont déprimés par la situation politique, déprimés par le climat, déprimés par toutes ces discussions autour de la sécurité, déprimés par plein de choses. Mais en fait, nous avons le temps d'agir. Et il faut avancer étape par étape. Nous allons rassembler la famille écologiste d'ici le mois de septembre. Nous allons rassembler ensuite toutes celles et tous ceux qui veulent se battre pour que le monde de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Et nous allons rassembler, enfin, les Français pour sécuriser le changement. Nous avons le temps d'agir, ne vous précipitez pas. Agissons avec discipline, agissons avec stratégie, agissons avec passion, avec enthousiasme, en prenant le temps d'agir. Et puis la deuxième chose que je veux vous dire, qui est sans doute peut-être le cœur de ma détermination, de dire pourquoi est-ce que vous pensez pouvoir gagner. Alors d'abord, c'est toujours la question, pourquoi vous pensez pouvoir gagner, et puis pourquoi vous, bon, alors pourquoi moi, bon, peut-être mon expérience, mon parcours, mon chemin qui me conduit, qui me met en situation 2 et qui m'a fait travailler pour cela. Mais pourquoi est-ce que je pense qu'on peut gagner fondamentalement? Parce que je suis convaincu qu'il y a une majorité culturelle en France qui aspire à autre chose que ce monde néolibéral, sécuritaire, qui crée des fractures et des ruptures. Il y a au fond de nous, il y a toujours la curiosité de l'enfance, il y a toujours les aspirations de l'adolescence, il y a la responsabilité des adultes et il y a l'expérience que nous avons acquise petit à petit. Donc ce que je vous demande, c'est d'aller chercher dans chaque Française et dans chaque Français, d'aller chercher au fond de lui cette curiosité de l'enfance, ces aspirations de l'adolescence, aller chercher ces aspirations de l'adolescence, aller chercher cette responsabilité qui fait agir et aller porter cette expérience qui nous conduira au pouvoir, qui nous donnera le pouvoir de changer la vie. Nous avons maintenant 3 mois pour cette première étape, jusqu'au 19 et 26 septembre. Nous avons ensuite un temps extraordinaire, porter cette curiosité, porter ces aspirations, porter cette responsabilité, porter cette expérience et nous ferons quelque chose de grand ensemble. C'est enthousiasmant, c'est joyeux, ça donne plein d'énergie et nous le ferons là grâce à chacun de vous. Merci. Aller boire un coup. On a envie de découvrir en réalité un peu moins raide, un peu plus drôle que ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Bah, vous allez apprendre à me connaître, voilà, c'est plutôt réjouissant. Si ça vous fait plaisir de me connaître,
C'est important pour moi, j'ai une certaine pudeur, c'est sûr, et évidemment tout le monde la sent, mais je tiens aussi à montrer un peu qui je suis, hein, et de fait, petit à petit, j'apprends à montrer un peu qui je suis. Donc en gros, il faut sortir du rôle du maire de Grenoble qui a bien fait son travail et montrer un peu plus de surface. C'est même pas la question, cette question-là, c'est juste aller à une campagne présidentielle, c'est accepter que les gens non seulement regardent votre projet, mais regardent aussi votre façon de travailler et regardent aussi votre incarnation. Donc il faut accepter de se dévoiler un petit peu. Voilà. Je le fais avec plaisir, il faut juste que la glace tombe. Comment vous distinguez justement avec le peu de temps que vous avez et le nombre de concurrents que vous avez? Juste en portant ce que je suis, hein. L'authenticité, c'est ça qui est fondamental. Donc, mon parcours associatif, professionnel, mon parcours de maire aussi, d'élu local, d'expérience de la victoire, d'expérience de la victoire après un mandat, tout ça, ça compte. Comment le faire connaître? Ça commence à être bien connu, et puis je l'ai dit à la fin de mon intervention, hein, nous avons le temps. Et ça, par rapport, c'est sûr, à toute cette pression qu'il y a là partout, de se précipiter, je crois, moi, à l'usage du temps, à la respiration, et ce temps d'aller parler à l'ensemble des Français et des Françaises, et il démarrera après la primaire, donc continue à avancer étape par étape. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme Yannick Jadot, qui est plus ancré dans le paysage médiatique aujourd'hui, vous avez envie de le contester? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de présenter un programme différent du sien? Je peux porter, moi, je peux porter ce que j'ai amené à l'écologie politique, et je continue à porter en étant héritier de tous ceux qui ont milité avant moi, tous ces militants qui sont extraordinaires. Je porte la culture de l'exercice du pouvoir. Et donc c'est ce que je viens porter. Mais lui aussi, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes différent de ce que propose Yannick Jadot? Vous n'allez pas pouvoir mettre des dissensions de fond entre nous. Hein. Et Yannick l'a dit, Sandrine également, parce qu'il y a une homogénéité de diagnostic sur la société, mais aussi de propositions chez les écologistes, au sens large. Donc c'est aussi nos façons de faire, nos cultures, notre façon d'incarner qui doit être ce processus de primaire, et il nous faut choisir la personne la plus adéquate pour amener l'écologie au pouvoir en 2022. La culture de l'exercice du pouvoir, justement, c'est peut-être conjurer ce qu'on appelle souvent la malédiction de la présidentielle en ce qui concerne l'écologie des Verts. Moi, j'ai aucune malédiction dans ma tête, en fait. Jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, les écologistes choisissaient un candidat pour qu'il soit leur porte-voix. Là, pour la première fois, nous allons choisir une candidature pour qu'elle rentre à l'Élysée. C'est deux exercices différents, c'est une nouvelle page. Comme avant, il y avait dans les élections municipales, vous aviez des équipes qui étaient là pour faire le meilleur score possible, pour établir le meilleur rapport de force possible avec ceux qui étaient au pouvoir. Nous avons changé cela. Est-ce que la culture politique des Verts a changé de ce point de vue? Elle a changé. Elle a changé, sinon on n'aurait pas gagné ni à Grenoble en 2014, ni dans toutes ces villes, les grandes qui ont fait du bruit, mais aussi les moyennes et les petites en 2020. Je trouve ça assez naturel. On vient de passer un an où on était déjà en pré-campagne. Hein. Tout le monde savait que ça allait arriver, et vous n'avez pas entendu nous détriper. Donc voilà, on va continuer, il n'y a pas de raison. Vous avez beaucoup parlé des Gilets jaunes, vous avez parlé du féminisme. Pour avoir entendu Yannick Jadot sur France Inter il n'y a pas longtemps, c'est deux sujets qu'il n'a pas évoqués. J'ai pas envie de parler de ce que n'aurait pas dit ou dit différemment. Mais pourquoi vous, le féminisme et les Gilets jaunes sont quelque chose qui sont aujourd'hui structurants dans le paysage politique? C'est notre rôle aujourd'hui d'être les alliés objectifs de ces luttes sociales et de ces luttes féministes. Voilà, c'est central dans la façon dont le pays doit changer. Nous sommes encore aujourd'hui dans un pays largement dominé par les hommes. On peut le voir dans plein de domaines, et notamment ce qui a fait du bruit ces derniers temps, évidemment, autour du domaine dans le monde de la culture, mais pas que. Voilà, nous avons eu le 58e féminicide hier. C'est des situations qui sont intolérables. Le nombre de plaintes pour viol qui n'aboutissent pas, c'est intolérable. Les écarts de salaire femmes-hommes, c'est intolérable, etc., etc. Et ces luttes, il faut s'en faire les alliés pour qu'elles émergent. Vous ne seriez pas allé comme le président Macron sur le crop top?
Ah bah c'est l'inverse même, j'étais déjà scandalisé quand Jean-Michel Blanquer avait dit qu'il fallait une tenue républicaine à l'école. Non, il faut qu'ils rééduquent leur regard. Le problème, c'est pas de voir le nombril des filles, c'est le regard des garçons. Donc, prenons du temps pour éduquer le regard des garçons, ça pose un problème. Que chacun s'habille comme il veut. Sur le changement climatique, vous avez parlé du rapport du GIEC, vous avez parlé de ce qui s'est passé dans l'ouest du Canada. Vous parlez par contre vous n'employez jamais le mot urgence. C'est un choix de votre part? C'est un choix délibéré, oui. C'est-à-dire mon rôle, le rôle que je me suis assigné, c'est un peu à la manière de Pierre Mendès France, parler du rôle des politiques, c'est de faire émerger une nouvelle société, changer la vie. Et l'urgence fait référence à des peurs et je ne crois pas que la peur soit un vecteur d'action pour le plus grand nombre. Notre cerveau reptilien, et le mien fonctionne comme ça, c'est ça qui nous permet de survivre. Face à la peur, vous êtes ou paralysé, ou vous vous soumettez, ou vous combattez, mais là, combattre le changement climatique à l'échelle individuelle, c'est compliqué, ou vous fuyez. Et donc je cherche à mobiliser plutôt ce qui est inspirant, aussi parce que toute la vie est extraordinaire, qu'il y a plein de choses pour s'émerveiller, qu'on peut cultiver notre curiosité d'enfant, notre amour du beau, et je crois que c'est ça qui nous guide, qui nous fédère, plus que le sentiment d'urgence. C'est pour sortir du débat fin du monde, fin du mois, quelque part? Ah non, parce que là, les problèmes sociaux et environnementaux, ils sont directement connectés. Il suffit de regarder le rapport d'Oxfam de l'automne dernier. Il est très clair là-dessus, les 10% les plus riches en France polluent plus de 4 fois plus, émettent plus de 4 fois plus de gaz à effet de serre que la moitié de la population qui est la moins favorisée. Donc les choses sont claires, la question sociale et la question environnementale est totalement imbriquée. Quand nous parlons de mobilité, de logement, d'alimentation, c'est les 3 premiers postes de dépenses des ménages, c'est aussi les 3 grands sujets de la lutte pour lutter contre le changement climatique. L'espoir, vous l'avez indiqué comme un slogan. Oui, c'est l'espoir, voilà. C'est mon livre, c'est de l'espoir. Je vous invite à aller l'acheter, il coûte 5 €, édition Les Liens qui libèrent, voilà, faisons un peu de pub. Mais ça donnera aussi, vous disiez, il faut apprendre petit à petit, je montre qui je suis, bah là vous irez aussi, vous trouverez un peu plus qui je suis. C'est ça qui m'inspire, moi, c'est effectivement, j'ai l'espoir chevillé au cœur et au corps. Vous êtes plutôt populaire auprès des militants, mais la primaire est ouverte. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous ait des avantages au profit d'un candidat plus installé comme M. Jadot? Moi, je rencontre plein de gens qui ont envie de s'investir dans cette primaire pour voter pour moi. Donc, je vais mobiliser, au contraire, plein de gens de l'extérieur pour venir voter pour moi. Ça vous va? C'est bien. Eh ben, parfait, très bien. Très bien. On a abordé plein de choses. Ouais, merci beaucoup. Très bien, merci. Merci, au revoir. La fameuse malédiction de la présidentielle, dès qu'il s'agit de parler d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que là, il y a peut-être quelque chose qui peut être de nature à conjurer cette malédiction de la présidentielle? Dans la présidentielle qui arrive, les écologistes ont besoin premièrement d'être rassemblés. Et donc pour ça, il faut un candidat qui soit de nature à réussir cela. Ils ont aussi besoin d'un candidat qui soit constant, qui soit cohérent et constant. Et Éric Piolle, moi depuis que je le suis, a toujours uni et s'y est tenu. Ils ont aussi besoin d'un sens du collectif, c'est quelque chose qui est important aussi pour les écologistes, pour les militants. Et tout ça, en fait, il gage de confiance à la fin. Et donc moi, je pense qu'il a ce profil qui est de nature à rassurer le parti et à le mettre en fait en mouvement vers une campagne collective. Ouais, parce que c'est là, on dit souvent, voilà, l'Europe Écologie Les Verts, ils ont tendance un peu à couper un peu les têtes qui se dépassent un peu trop et donc à avoir un problème avec la culture du chef, en tout cas avec le leadership. Et je pense que Éric Piolle, moi, il correspond un peu à une valeur refuge pour les écologistes sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire parce que c'est quelqu'un déjà qui a l'expérience de la victoire et de la transformation en acte, c'est-à-dire qu'il a dirigé une ville en équipe et en prenant des mesures parfois courageuses, parfois difficiles, mais avec beaucoup de détermination, sans reculer devant l'obstacle. Et c'est ça dont on aura besoin, 1 pour mener campagne et 2 pour diriger le pays ensuite. Donc il montre en gros l'exercice du pouvoir, etc., que c'est possible. Il montre que c'est possible, il montre que c'est possible en équipe et il montre que c'est possible en restant fidèle à soi-même et à ses idéaux. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est engagé, n'a jamais varié, n'a jamais renié ses idéaux, n'a jamais renié sa famille en mettant mal à l'aise tel ou tel militant, en lâchant en rose campagne à comment disant oui, il n'aurait jamais dû dire ça. C'est quelqu'un qui est vraiment collectif et très rigoureux voilà, dans son rapport au parti. C'est différent de Yannick Jadot peut-être? Moi je dis pas de mal des autres. Moi j'ai déjà fait beaucoup de campagnes pour Yannick Jadot, j'en ai fait aussi pour Sandrine Rousseau, donc je choisis mon candidat mais j'ai pas de mal à dire sur les autres, ce sont des écologistes et j'ai toujours fait leur campagne. Ouais, la difficulté aussi c'est au-delà de la primaire écologiste, il y a aussi la candidature à gauche, quoi. Bon,
a priori, il n'y aura même pas de candidat unique à gauche. Mais il y a beaucoup de monde pour un total gauche dans le pays qui est assez faible. Comment est-ce que vous vivez cette perspective-là? Comment est-ce que vous voyez les choses là, vraiment au démarrage? C'est normal qu'il y ait beaucoup de vocations à gauche à vouloir s'engager dans cette campagne. Je préfère ça d'ailleurs que le fait que personne ne voulait y aller. Si personne ne voulait y aller, là je serais très inquiète. Il se trouve qu'il y a plusieurs personnes qui ont proposé leur candidature, que pour ce qui est des écologistes, nous allons choisir celle ou celui qui nous représentera. Et puis après, la suite lui appartient. Éric Piolle a un plan, a une méthode, a un contact humain avec l'ensemble de cet arc humaniste qui, je pense, favorisera le rassemblement. Et ça, c'est la suite de l'histoire. On l'écrit après le 26 septembre. Et pour l'instant, il part de très loin. Il part de très petit en capital électoral. Non, mais je veux dire, dans les intentions de vote, etc. C'est un des indicateurs. Voilà. Alors déjà, les sondages, c'est quand même un petit peu compliqué et de plus en plus. Par ailleurs, Éric, il a sûrement un déficit de notoriété. Il a un déficit de notoriété et c'est sûr que quand on vous demande, pensez-vous qu'un tel puisse diriger la France, si vous ne savez pas qui c'est compliqué de répondre oui. Donc moi, je pense que maintenant qu'il est candidat, puisqu'il est depuis 2 ou 3 jours en réalité, c'est ça la valeur ajoutée qu'il va avoir au fur et à mesure, c'est la remontada dans les sondages de notoriété et donc dans les sondages d'opinion, parce que Éric, moi je vous le dis, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que les gens, ils n'ont pas forcément d'opinion négative, mais tout d'un coup, comme là dans le discours qu'il vient de faire, l'écoutent et disent ah oui quand même. C'est quelqu'un qui va surprendre les Français et capter l'attention parce qu'ils ne le connaissent pas encore. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques semaines maintenant qui explique que les Français, comme candidat à la présidentielle, plébiscitent majoritairement quelqu'un qu'ils ne connaissent pas encore, quelqu'un qui serait pas encore très connu sur le plan médiatique et qui viendrait les surprendre, quelqu'un qui est par contre l'expérience du pouvoir déjà et le profil de maire est très plébiscité par les Français. Et puis enfin quelqu'un qui aurait eu une expérience dans le privé, qui n'aurait pas fait toute sa vie professionnelle de la politique. Et Éric, il a ça aussi en lui qui, je pense, est important à l'heure actuelle. C'est la notoriété. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas beaucoup de temps, même s'il disait dans son discours, on a le temps pour rattraper la notoriété ou pour gagner en notoriété. Installer comme ça quelqu'un, c'est pas normalement ça prend du temps. Là, vous en avez pas non plus beaucoup, quoi. Mais quand il dit qu'on a le temps, il parle des réformes et de la manière dont ça devrait travailler. C'est-à-dire que quand on est écologiste, en fait, on nous dit souvent qu'il y a urgence, etc. Et ce qu'il explique, c'est qu'il ne faut pas non plus paniquer, c'est que la politique a les solutions, il faut juste élire les bonnes personnes, celles qui ont le courage d'aller à l'encontre de celles et ceux contre qui il faudra aller pour mener cette transition pour l'intérêt général de toutes et tous en France et dans le monde. Et donc, quand il vous explique ça, c'est plutôt pour démontrer qu'il agit avec méthode, avec sérénité, avec détermination, mais avec sérénité. Et pour la notoriété, là aussi, c'est un défi, le fait qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de temps. Ça se construit, la notoriété, une fois que Éric sera désigné candidat par les écologistes et sera candidat officiellement à la présidentielle soutenu par notre famille écologiste, ça se construira, il n'y a pas de problème pour moi sur ce point-là. Très bien, merci beaucoup.